Il nous reste une petite minute avant de vraiment démarrer, donc je vais profiter de la présence de certains pour que vous puissiez me donner un message par le chat de savoir si vous m'entendez bien et si vous voyez bien le support visuel en vous remerciant par avance. Alors, peut-être que vous ne m'avez pas entendu. Je vais réitérer, bonjour, je vais réitérer ma question. Je voulais faire un test, voir si vous entendiez bien et si vous voyez bien le support visuel. Est-ce que quelqu'un peut me répondre par le chat? Merci par avance. Philippe, ça les gens répondent dans le chat, vous le voyez pas? Ah, c'est bon, ok. OK, super. Merci. Ok, merci. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, on va démarrer. Donc aujourd'hui, je vous invite à que nous regardions ensemble le sujet des contestations et des oppositions à des projets, et avec l'idée de vous donner des éléments de comment anticiper ces contestations et ces oppositions. Donc on parle d'acceptabilité, on parle aussi des projets d'industrie verte avec l'installation de nouvelles usines, et puis toujours la question de l'accélération des énergies renouvelables. Alors, ce webinaire, bah, écoutez, je voudrais qu'on puisse ensemble le cibler le plus possible, hein, par rapport à vos centres d'intérêt. Alors, je ne vais pas vous demander de rentrer dans les dimensions confidentielles de vos projets, bien évidemment, mais ça serait bien que vous puissiez répondre à ces trois questions par le chat, hein, avant que je démarre, pour que je sache vraiment sur quoi orienter mes propos, hein, même si, bien évidemment, je sais ce que je vais dire, mais c'est plus facile aussi de cibler. Donc, première question, c'est quel est le projet à impact sociétal sur lequel vous travaillez, la nature du projet, quel est son état d'avancement, ça c'est très important, savoir si vous êtes vraiment tout au début, étude de faisabilité, ou est-ce que vous êtes déjà dans des contacts avec les élus, ou si vous êtes déjà en contestation ou bloqué. À la limite, je dirais que peu importe l'état d'avancement, on a toujours des solutions, mais faut connaître cet état d'avancement. Et quelles sont vos priorités? Votre niveau de priorité, est-ce que vous êtes dans une recherche de solutions rapides, immédiates, hein, dans l'urgence, ou c'est plutôt des semaines ou des mois? Voilà. Et quand j'aurai terminé le webinaire, donc vous aurez la possibilité, pour ceux que ça intéresse, ceux et celles que ça intéresse, de prendre rendez-vous. Donc vous avez un bouton de prendre rendez-vous en haut de l'écran. Et comme vous êtes inscrit, bah, ça vous donne la possibilité qu'on puisse échanger par téléphone ou par visio 30 minutes. Hein, je vous accorde 30 minutes. Et comme ça, on peut aller au fond de votre projet, sur les spécificités de votre projet. Mais vraiment, là, j'ai besoin, avant de démarrer, que vous me donniez ces éléments par rapport aux questions posées. Donc, merci Régis. Hein, éolienne, tout état, tout niveau, oui, ok. Bah, les éoliennes, c'est vrai qu'on brasse un peu toutes les situations. Projet photovoltaïque, Nicolas, ok. Ben écoutez, merci à tous les deux. J'attends les informations des autres participants. Charlotte, photovoltaïque sur bâtiment public, étude de faisabilité, d'accord. Stéphane, PV sur serre, 5 hectares et sol 10 hectares sur bâtiment, étude de faisabilité en contact avec les élus. Bon, c'est très bien, on a vraiment une grande diversité. On a principalement des énergies renouvelables. Je ne sais pas s'il y a des participants qui sont sur d'autres problématiques, hein, parce que ce que je vais dire, ça s'adresse peut-être principalement aux énergies renouvelables, mais ça peut être utilisé par
tout type de projet, mon projet éolien également, ok. Donc n'hésitez pas, hein, je vois Anthony, Benoît, David, Dimitri, Edouard, allez-y, hein, n'hésitez pas à me donner des infos. Bon, j'en déduis qu'il y a que quelques personnes qui sont dans des projets, que les autres personnes, vous êtes là plus par curiosité, peut-être que vous n'avez pas forcément de projet bien particulier, bien ciblé. Mais écoutez, on va démarrer comme ça, ce qui ne vous empêche pas, au fur et à mesure, de faire des commentaires par le chat, hein, bien évidemment. Alors en fait, pourquoi je fais ce type de webinaire? Ben, il y a, si vous voulez, il y a deux dimensions. La première, c'est que ça fait 30 ans que je travaille sur la partie, ce qu'on appelle l'interface environnement-société, hein. C'est-à-dire que souvent, les projets sont contestés avec une dimension environnementale. Donc je l'ai fait dans le cadre de la recherche publique, parce que j'étais pendant 25 ans directeur de recherche au CNRS. Et puis, depuis 15 ans, donc, j'ai créé une société qui s'est spécialisée vraiment sur l'ingénierie de l'acceptabilité. Et je vais vous faire profiter des retours d'expérience qu'on a dans le cadre de cette société. Alors, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, hein, c'est un champ d'application très très large. Donc, bien évidemment, les énergies renouvelables, hein. Quand je dis bien évidemment, parce que c'est quand même souvent que je suis sollicité sur cette thématique. Donc, les éoliennes en mer, l'agrivoltaïsme, la méthanisation. On peut aussi entendre parler de l'extraction de minerais. Je travaille aussi avec des entreprises qui font de l'extraction de matériaux. On a aussi l'installation de gigafactories, de nouvelles usines. Là, il y a eu des oppositions sur une gigafactory dans le nord de la France. On intervient aussi sur des problématiques de nouvelles technologies, hein, qui sont mises en application. Bon, là, on n'a pas travaillé dessus, mais le Linky est un bon exemple, hein. On a travaillé sur des problématiques de stockage de CO2. Et on a aussi travaillé sur des problématiques de ce qu'on appelle la reuse, c'est-à-dire réutilisation des eaux usées traitées pour pallier le manque d'eau dans les zones très stressées, hein. Donc, c'est de réutiliser de l'eau de station d'épuration, de la traiter et d'en faire différents usages. Et là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de questionnements, d'inquiétudes et qu'il peut y avoir des contestations. À l'écran, vous avez une photo d'un article d'un journal qui, pour une commune qui s'appelait Cléra, qui faisait une étude de faisabilité. Le maire voisin a dit qu'il s'opposerait physiquement au projet de réinjection d'eau dans la nappe. Et puis, il y a aussi tout ce qui est changement d'organisation, hein. Donc là, quelques exemples de, de salariés, de collaborateurs qui manifestent sur des changements dus à notamment des fusions. Tout ça pour vous dire que les bases sont quasiment les mêmes. Après, bien évidemment, il y a des spécificités métiers. Donc spécificité énergie renouvelable, spécificité éolienne, spécificité photovoltaïque, spécificité agrivoltaïque, méthanisation et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais l'avantage, c'est que ces spécificités métiers, c'est vous qui les avez et que nous, on vous apporte le cadre, les solutions qui permettent de venir interfacer vos spécificités métiers avec les questions d'acceptabilité. Alors, en termes d'acceptabilité, en fin de compte, ce qui est le plus important, ça c'est un mécanisme, ce qui est le plus important, c'est comment on anticipe ces contestations et qu'on gère les oppositions. C'est ça que je me propose d'analyser avec vous, de vous donner les premiers éléments de solution. Et si, je le répète, vous avez
vraiment des choses très spécifiques. Vous prenez rendez-vous et on peut analyser à fond votre projet et trouver déjà les premières réponses. Alors en fait, la question que l'on se pose, hein, tout développeur de projet, lui, il veut aller vite, mais il ne veut pas prendre de risques, bien évidemment. Donc tout ce qui sont les dimensions techniques, financières, réglementaires, ça on sait faire. Mais en revanche, on a de plus en plus de contestations et l'objectif, c'est vraiment d'éviter le naufrage, hein, et d'aller le plus vite possible. Alors pourquoi j'ai pris l'image du bateau? Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, ce que l'on voit dans un voilier, là c'est des voiliers de compétition, hein, ce que l'on voit c'est toute la partie qui est au-dessus de l'eau, donc la coque, les voiles, les, les dérives, enfin les foils maintenant, enfin tous ces éléments-là. Mais ce que l'on sait, enfin tous les gens qui font de la voile savent que l'élément qui est fondamental dans un voilier comme celui-ci, c'est la quille, hein, c'est-à-dire vraiment ce qui va garder l'équilibre et qui va empêcher de chavirer. Eh bien, il faut savoir que les projets, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout le monde est focalisé sur la partie visible du projet. Donc, c'est pour ça que j'utilise cette image, hein, la partie visible du projet. Donc, un voilier, ben, c'est ce qu'on voit, mais ce qui va garantir sa stabilité, sa navigabilité, sa sécurité, c'est les dimensions immergées, donc la quille. Et il faut savoir qu'en termes d'acceptabilité, donc ça, c'est des résultats d'études que l'on a obtenus avec des sociologues quand on a lancé l'entreprise, hein, il y a 15 ans. Donc on a été aidé par l'ADEME pour ces études de recherche. On s'est aperçu qu'en termes d'acceptabilité, eh ben, les trois dimensions jouaient, c'est-à-dire que le contenu technique, économique, réglementaire, en fin de compte, pesait pour un tiers dans la façon dont le projet allait être perçu, parce que l'acceptabilité est très liée à des perceptions d'un projet, et que les deux autres tiers, bah, c'était ce qui se passait dessous, c'est-à-dire tout ce qui était relation avec le territoire et le portage non juridique, mais comment le projet va s'ancrer localement. Donc, nous sommes bien dans quelque chose qui est disproportionné, puisque tout le monde, dans un premier temps, travaille pour développer un projet sur le contenu technique, économique, réglementaire. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas de projet. Mais si vous ne faites que ça, ben, vous n'avez parcouru qu'un tiers du chemin qui va conduire à l'acceptabilité, l'appropriation locale du projet. Donc, en fin de compte, je remonte très à l'amont. C'est comment développer un projet, ce qui n'empêche qu'on peut intervenir très à l'aval quand un projet est bloqué, mais il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne, il faut comprendre les mécanismes. Donc comment on développe un projet? Un projet, on le développe, on fait des études de préfaisabilité, des hypothèses et on optimise. Toujours pareil dans les dimensions techniques, économiques et financières et réglementaires. Et ensuite, au fur et à mesure, donc, il y a des hypothèses, il y a une hypothèse qui est retenue, et après, c'est cette hypothèse qui va être défendue, donc communiquée, hein, avec de la pédagogie auprès, quand il s'agit d'un projet sur un territoire, auprès des élus, après auprès de la population, des associations. Voilà. Donc on est dans cette démarche qu'on retrouve dans tous les développements de projets, quel que soit le type de projet. Alors bien évidemment, il y a plein de sous-étapes, de sous-tâches, enfin des choses qui sont plus complexes que ça, mais globalement, c'est ce qui se passe, hein. On étudie, on décide, après des analyses d'hypothèses, on a une hypothèse et on vient la défendre. Alors la fragilité de ce type de développement, c'est que quand on est en défense et qu'on tombe sur un mur, qu'on tombe sur un non très très dur, eh ben, il ne reste plus beaucoup de solutions, hein. Les solutions qui restent, c'est d'essayer de revenir sur l'hypothèse retenue et donc de remonter même jusqu'aux études de préfaisabilité, de faisabilité, pour voir quelles sont les hypothèses qu'on avait abandonnées, qu'on avait fermées et qu'éventuellement on pourrait réutiliser. Et là, les coûts, les surcoûts, hein, sont énormes. C'est-à-dire que des surcoûts en temps perdu, parce que vous pouvez prendre facilement 1 an, 2 ans de retard parce que vous êtes sur un gros blocage, voire même plus. Et puis, il y a tous les surcoûts associés, parce que ça veut dire qu'il faut réouvrir des hypothèses, il faut faire de nouveau des études de préfaisabilité, de faisabilité, mandater des experts. Donc, c'est vraiment des coûts des surcoûts assez importants.
Donc l'objectif, hein, c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est comment on peut faire évoluer sa méthode de projet sans changer radicalement, c'est-à-dire sans tout bouleverser, parce que c'est compliqué de tout bouleverser. Donc c'est vraiment de changer au minimum et pour que ça fonctionne. Donc de façon un peu humoristique, je vais vous dire qu'on va passer de la méthode étudier, décider et défendre à une autre méthode qui s'appelle elle aussi EDD. Donc on ne change pas les initiales. En revanche, on va changer un peu le contenu, bien évidemment. Autrement, ça ne serait pas efficace. Donc on garde les études amont. En revanche, on change l'ordre, c'est-à-dire on ne fait plus décider, défendre, là on fait dialoguer, décider. Alors, le dialogue, c'est pas un dialogue obligatoirement réunion publique, hein, c'est un dialogue avec ce qu'on appelle des externalités d'un projet. C'est-à-dire comment dans mon projet je vais intégrer ces externalités avant de prendre une décision, avant de prendre une décision de quelle est l'hypothèse que je vais retenir. Donc en fin de compte, l'idée c'est dans cette phase d'optimisation hein, que tout le monde fait, c'est-à-dire on a une ou deux hypothèses, voire trois, quatre, cinq, on regarde laquelle est la plus rentable, laquelle est la plus faisable d'un point de vue technique, laquelle est conforme avec la réglementation. Et ben, moi je vous propose dans cette phase d'optimisation d'y ajouter un élément que sont les enjeux de la société. C'est comment on va faire en sorte que ce projet soit optimal, y compris pour répondre aux enjeux de la société. Donc c'est ça la solution. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est prendre en compte des éléments qui sont peut-être pas faciles à analyser, hein, parce qu'on n'est pas on n'est pas dans les éléments techniques, on n'est pas dans de la réglementation où tout est écrit, on n'est pas dans la partie économique où tout se calcule. Là, on est dans quelque chose que l'on va essayer de mesurer en sachant qu'on rentre dans le monde plutôt de l'émotion, du subjectif, et ce qu'on appelle aussi l'irrationnel. Mais en tous les cas, on sait que ça fonctionne et on sait le faire maintenant. Voilà, il existe des outils, il existe des méthodes qui permettent de faire ce genre genre d'approche. Donc, pour continuer, hein, je vais vous montrer comment on anticipe les contestations et après comment on gère les oppositions. Donc, comment anticiper les contestations? Donc, en fin de compte, c'est une analyse de risque. Comme quand vous faites de l'optimisation, vous faites une analyse de risque, de dire, et si j'utilise telle hypothèse, combien ça va me coûter? Est-ce que c'est faisable techniquement? Est-ce que réglementairement c'est bon? Donc c'est bien une analyse de risque. Donc là, on fait une évaluation du risque de contestation, une analyse de risque. Et une fois qu'on a identifié le niveau de risque, ben, c'est beaucoup plus facile de dire comment je vais l'éviter ou réduire les causes de mes risques à moi. C'est pour ça que j'ai écrit SES, de mes risques, des risques de mon projet. En sachant quand même qu'il y a des éléments fixes. Par exemple, on ne va pas faire changer les gens, on ne change pas les gens, hein, c'est pas possible, ça, on ne change pas la culture des gens, c'est des choses qui se font sur le très long terme. En revanche, leur perception, tout à l'heure j'ai parlé de perception, de la façon dont les personnes vont voir le projet, ça peut évoluer. Donc on ne modifie pas les valeurs des gens, on ne va pas les faire changer du jour au lendemain. En revanche, on peut faire évoluer les perceptions qu'ils ont de votre projet. Alors, je vous présente hein, le cadre conceptuel qu'on avait identifié avec les chercheurs. Bon, c'est un peu daté au niveau graphisme, parce que ça a 15 ans, mais les mécanismes sont toujours là. Ça fonctionne bien. On s'en sert tous les jours. Nos clients sont très contents parce on les aide, on les sort de l'ornière, on leur permet d'éviter plein de problèmes. Donc, je vous présente ici les grandes composantes du système auquel vous avez affaire. Alors là, on n'est plus sur un voilier, on est sur un iceberg, hein, mais c'est le principe est le même. Hein, vous avez compris qu'il y a une partie que l'on voit. Là, c'est une pointe émergée de l'iceberg. Tout à l'heure, c'était les voiles, la coque. Là, c'est la pointe émergée de l'iceberg qui sont représentées, donc la pointe qui est représentée pardon, par le contenu technique, économique, réglementaire. Ce sur quoi vous travaillez en tant que développeur de projet. Et puis les deux autres dimensions qui vont représenter les deux tiers de l'acceptabilité, tout ce qui est le relationnel avec le territoire et ce fameux portage qui, je le répète, n'est pas que le portage du projet, ça rentre en ligne de compte, mais qui est juridique, mais qui est aussi la façon dont il va y avoir une appropriation locale du projet. Et, autre information importante,
il faut savoir qu'en termes de risque, la responsabilité, je ne sais pas s'il faut parler comme ça, du fait qu'il y ait des risques qui naissent, c'est 50-50, c'est-à-dire c'est à la fois le projet et à la fois le territoire. Donc c'est très rare quand c'est 100% le projet ou très rare quand c'est 100% le territoire, ça peut arriver, mais en moyenne, on est sur quelque chose d'équiréparti. Sur le territoire, il faut savoir qu'il y a donc deux dimensions fortes. Déjà, ce qu'est la structure du territoire avec sa sensibilité, donc ça, comment il fonctionne, la fameuse cartographie des parties prenantes, mais les perceptions, elles, évoluent et apparaissent quand le projet arrive. Et donc ça, ce sont des perceptions individuelles qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont s'agréger, qui vont peut-être faire des opinions collectives, mais en tous les cas, ce sont des perceptions individuelles. Et quand vous voulez faire quelque chose que votre projet puisse être bien accepté, il faut que les choses puissent bouger. Mais un territoire, on ne le fait pas bouger comme ça, hein. Même si ça dure 10 ans pour développer un projet éolien, en 10 ans, les choses peuvent bouger, mais pas fondamentalement. C'est-à-dire que le territoire, dans sa structure économique, dans sa structure politique, peut bouger. Bon, les dernières élections montrent que ça peut bouger très vite, mais en tous les cas, c'est pas parce qu'on change un député que tout va changer. Il y a aussi les communes avec leur maire, les associations, les services publics, les services instructeurs, et ça, c'est quelque chose qui est assez bien ancré dans le temps, qui bouge bien évidemment, mais qui ne bouge pas aussi vite que le projet voudrait qu'il bouge. Voilà. Donc, cette partie-là, en fin de compte, vous n'avez pas beaucoup de levier pour faire bouger la sensibilité du territoire. Il faut la connaître, ça c'est sûr, il faut la connaître, mais c'est pas là que vous allez avoir le levier. Alors, les leviers, je vais en parler après. Donc, l'idée, c'est comment on évalue les risques de contestation. Et ben, comme je vous le disais, hein, c'est une responsabilité partagée entre le projet et le territoire. Donc, nous, on a développé des outils d'analyse de risque. On a un outil START qui mesure le potentiel d'acceptabilité d'un projet, qu'on a développé avec des sociologues, qui est basé sur 186 interactions, qui vous donne donc déjà ce qu'on appelle, nous, un risque de mauvaise perception du projet. Et puis, on a un outil qui nous permet de qualifier la sensibilité du territoire, donc qui s'appelle Impact. Et vous pouvez regarder que les 4 colonnes, il y a la sensibilité au niveau des habitants, la sensibilité au niveau des élus, et puis la sensibilité globale du territoire, aussi bien de la commune, de la communauté de communes, du département, de la région, à travers ce qu'on appelle la capacité de mobilisation. Donc là, on a des indicateurs qui vont nous permettre de qualifier une sensibilité de territoire. Et quand vous croisez donc un potentiel d'acceptabilité et une sensibilité de territoire, ben, vous avez un niveau de risque. Donc c'est la jauge là que je vous montre, c'est-à-dire que vous pouvez très rapidement, donc on a plusieurs niveaux d'intervention, mais très rapidement on peut savoir si vous êtes dans un risque de contestation élevé, modéré ou faible, et en même temps nos outils vont permettre de vous livrer les axes d'amélioration de votre projet. Donc avec ce radar, vous voyez, le radar central vous donne la perception probable du projet. Donc c'est un projet là, qui avait des déficits de perception favorables en termes d'ouverture, de responsabilité, d'ancrage et d'équité. Mais en fin de compte, où il y a des déficits, ce sont des marges d'amélioration. C'est-à-dire que là, on peut travailler et on peut donc gagner en perception positive de son projet, et ça très vite. On va dire l'identification de là où il faut améliorer les choses vont se fait très rapidement. Donc en fin de compte, une fois que vous avez identifié les éléments de votre projet qui nécessitent un ajustement, eh ben, vous pouvez donc faire cet ajustement donc d'optimisation que j'appelle ajustement sociétal, hein. En fin de compte, c'est vous rajoutez une dimension, et bien cette fois-ci, vous avez des éléments semi-quantitatifs. Vous savez où agir. Donc vous savez si c'est plutôt sur le contenu, plutôt la relation avec le territoire, et plutôt le portage. Et ça, bien évidemment, ça va conditionner les hypothèses que vous allez retenir, parce que certaines sont peut-être très bien d'un point de vue technique, mais elles vont impacter fortement le relationnel avec le territoire. Donc là, vous allez vous dire, bah, peut-être que je vais gagner en efficacité technique, mais je vais peut-être perdre en acceptabilité. Et en économie, c'est pareil. Vous avez un projet qui est peut-être le meilleur en termes rentabilité,
mais qui va vous dégrader très fortement la perception sur les relations et le portage. Donc vous dites, bah, attention, il faut peut-être que je garde une hypothèse qui est peut-être moins intéressante financièrement, mais je la garde sous le coude parce que j'en aurai peut-être besoin. Donc là, je vous ai montré comment on pouvait anticiper ces oppositions. Donc maintenant, on sait faire, hein. Donc nous, on sait le faire, il y a d'autres qui savent le faire. Nous, notre spécificité, c'est qu'on a développé des outils qui vous permettent de faire une analyse semi-quantitative, hein, donc d'avoir des résultats qui se partagent plus facilement avec votre hiérarchie, avec les acteurs extérieurs, hein, parce que souvent, je rencontre des chefs de projet qui comprennent ce qui se passe sur leur territoire, mais qui n'ont pas d'éléments très factuels à démontrer. C'est plutôt de la narration, hein. J'ai rencontré le maire qui me dit ci et ci et ça. Voilà, donc c'est plutôt des narrations, et ça, c'est très difficile à convaincre votre hiérarchie ou à convaincre des partenaires extérieurs qu'il y a un danger parce que c'est juste de la narration. Donc là, on objective le risque, et donc vous pouvez le partager, et donc vous pouvez agir dessus très très rapidement. Donc une fois qu'on a ce risque, et qu'on a fait de l'optimisation, ça n'enlève pas forcément le risque absolu, hein. Ça peut arriver, mais on peut ne pas tomber à zéro risque. Donc après, c'est comment on anticipe et comment on va gérer les oppositions. Alors ça, bien évidemment, ça s'adresse aussi aux porteurs de projets qui ont des projets plantés, hein. C'est qui se retrouvent dans cette situation que je pense que certains vont bien se reconnaître, hein, c'est-à-dire vous vous retrouvez seul contre tous, et c'est jamais agréable, c'est même très très désagréable. Donc en fin de compte, on reprend ce que je vous ai montré au début, c'est-à-dire qu'on va faire de l'optimisation en intégrant les enjeux de société, sauf que là, on ne le fait pas en interne, parce que ce que je vous ai montré avant, une fois qu'on a les informations, on le fait en interne. Là, on va le faire à travers le dialogue avec le territoire. Mais on va faire rentrer le territoire dans un processus d'optimisation. Alors, on ne va pas forcément leur parler comme ça, parce que c'est des termes techniques, mais c'est bien la volonté, le sens que vous allez donner à votre développement de projet. Alors, pour finir, je vous montre comment ça fonctionne. Donc, j'ai pris volontairement un cas particulier parce que je savais qu'il y allait probablement avoir des gens qui sont plutôt des énergies renouvelables. J'ai pris d'autres cas, dont on accompagne sur des décharges aussi, hein. C'est aussi sympathique qu'un parc éolien ou de la méthanisation. Donc, de l'ouverture de décharge, voilà, je ne vous dis pas, c'est complexe, et puis voir du renouvellement, d'extension de décharge. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Parce que je veux vous montrer que la spécificité métier n'interfère pas avec la dynamique que je vous ai présentée, avec tous les éléments que je vous ai présentés. Il y a des bases maintenant qui sont bien comprises, qu'on peut utiliser pour tous les projets, et la spécificité métier va venir s'ajouter, mais elle s'ajoute, et c'est vous qui apportez la spécificité métier. C'est vous qui connaissez votre projet, c'est vous qui connaissez vos techniques, ou les bureaux d'études qui travaillent avec vous. Voilà. Et donc, une fois que vous avez bien les bases de comment fonctionne l'acceptabilité, c'est beaucoup plus facile de venir ancrer et venir déposer vos connaissances et votre savoir. Donc là, on est sur donc quand on fait l'analyse de risque, on est capable aussi de dire, voilà, quel type de dialogue on va préconiser. Est-ce que c'est un dialogue plutôt en termes de consultation? Bon, c'est pas vraiment un dialogue, mais enfin, la consultation, est-ce qu'elle va suffire? Ou de la simple information? Ou est-ce qu'il faut entrer dans de la concertation? Voire où est-ce qu'il faut aller jusque de la co-construction? Là, je vous montre un exemple de co-construction, c'est-à-dire qu'il y a eu la première phase donc d'étude d'analyse de risque, de l'ajustement sociétal en interne, c'est-à-dire déjà d'évaluer, enfin d'identifier les hypothèses qui pouvaient être présentées au public, hein. On a la séquence étudier, dialoguer, décider. Donc vous voyez bien, vous avez l'étude, vous avez le dialogue au milieu et vous avez la décision en bas à droite. Alors ça change un peu les façons de faire, mais en tous les cas, je peux vous dire que là, on gagne beaucoup, beaucoup de temps et qu'on prend des décisions sécurisées. Vraiment, une fois que les décisions sont prises, quand le travail a été fait, normalement, derrière, il n'y a plus quasiment plus aucune oscorie, plus contestation. Bon, je dis quasiment parce qu'on n'est jamais à l'abri de la personne qui, à titre individuel, va déposer un recours parce qu'elle a de l'argent ou qu'elle. Voilà. Mais ça, c'est très difficile à percevoir, à analyser, mais en tous les cas, on élimine 90% des risques de contestation par de ce qu'on appelle l'ajustement public. C'est-à-dire que quand vous venez dialoguer avec le territoire, vous ne venez pas simplement pour faire de la pédagogie,
vous venez vraiment pour dire, vous êtes ingénieur, je vais continuer à affiner mon projet, à l'ajuster. Donc vous restez ingénieur, vous restez chef de projet, vous ne vous transformez pas en communicant, vous restez dans votre métier et les méthodes que l'on met à votre disposition permettent que vous restiez dans votre métier et permettent de prendre en charge l'interfaçage avec des personnes qui ne sont pas contentes. Donc, on a des séquences où on sait que dans un premier temps, l'émotion va être très, très importante. Donc, on vous prévient, on met les outils en place qui permettent de canaliser cette émotion. Et dans un deuxième temps, on travaille sérieusement. Enfin, sérieusement, même quand on canalise les émotions, c'est du travail sérieux, mais on travaille d'une façon très rationnelle. On fait des analyses des retours, on met en place des tableaux de bord, on vous aide à répondre aux questions dans lesquelles il y a 70% d'émotions, on vous aide à prendre votre décision que vous allez pouvoir présenter publiquement, et là, avec un risque qui est presque proche de zéro en termes de contestation. Alors, une des façons, je vous le montre, parce que ça surprend toujours les personnes avec lesquelles on travaille, un indicateur qui montre que les choses se passent bien sur le territoire, c'est le nombre de personnes qui participent aux différents événements que l'on organise. Là, je vous ai montré, je suis peut-être passé un peu vite, excusez-moi. Là, nous, on organise, ce qu'on appelle des expositions d'information et de dialogue. C'est un terme un peu compliqué pour dire, c'est pas de la réunion publique, c'est pas de la permanence simple, on est entre les deux. C'est quelque chose d'hybride où on invite les gens à venir déambuler au milieu de panneaux, d'affiches qu'on a préparées avec vous, bien évidemment, parce que là, le contenu technique, c'est vous qui l'avez. Nous, on est sur le contenu relationnel. On met dans les mains des gens des livrets, comme vous le voyez là, en papier. Je dis bien en papier. Bien sûr, il y a tous les sites Internet qui vont avec et les éléments disponibles d'un point de vue électronique, mais il faut qu'il y ait de la matérialisation du projet. Et les gens viennent, ils sont très surpris, ils ne sont pas contents, ils rouspètent, mais ils se mettent à discuter entre eux, ils se mettent à discuter avec vous. L'oral est très important, mais ce qui nous importe, nous, c'est l'écrit. Donc, c'est pour ça que dans ces livrets, il y a des questionnaires et derrière, on trace tous les éléments parce que quand vous venez présenter votre décision, vous avez tous les éléments pour expliquer votre décision. Parce que les gens ont écrit, ils ont fait part de leur mécontentement, ils ont fait part de leurs questions, ils ont fait part de leurs propositions. Et pour vous, là, c'est tapis rouge pour dire, voilà, c'est la décision qu'on a prise, c'est celle-là, et les motivations, c'est ça, 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 les explications, c'est ça et ça. Parce que les gens vous les ont données. Alors, je vous montre cet indicateur qui est contre-intuitif, parce que plus votre projet va s'améliorer, moins vous allez avoir de participants aux événements que vous allez faire sur le territoire. Et les événements que vous faites sur le territoire, c'est avant tout des événements auxquels vont participer les opposants. Les gens qui ne sont pas forcément dans l'opposition, mais qui sont inquiets, vous ne les voyez pas. Ça veut dire que quand vous faites baisser la participation, c'est-à-dire que vous faites baisser la participation des opposants, et ça veut dire que vous augmentez considérablement les perceptions positives par les personnes que vous ne voyez pas. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le territoire, par une méthode donc d'optimisation, vous parlez aux personnes que vous ne voyez pas. C'est ça votre objectif, c'est de parler aux personnes que vous ne voyez pas pour démontrer que vous êtes des gens raisonnables, pour démontrer que vous faites évoluer le projet en fonction du territoire, que vous l'adaptez au territoire. Et les personnes, même si elles ne sont pas là, bien évidemment, il faut informer, il faut faire de l'information, et puis le bouche à oreille marche très, 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 très bien. Donc, même si les personnes ne sont pas là, quand vous allez prendre votre décision, ça sera le calme sur le territoire, parce que les gens ont dit, ah oui, on peut leur faire confiance, ce sont des personnes qui ont pris en compte le territoire et qui font attention. J'ai vu qu'il y a des remarques, donc je vous répondrai après, j'ai bientôt fini. Donc les avantages de ces approches, c'est le temps gagné. Donc nous, on a observé qu'on pouvait faire gagner 6 à 18 mois, voire même 24 mois de temps en temps, en résolvant très très à l'amont les problématiques, que les projets qu'on accompagne, dans 90%, ils obtiennent les autorisations, et que les 10% restants, c'est soit des recours, ça ne veut pas dire qu'ils n'obtiennent pas les autorisations, mais il y a des recours qui viennent un peu perturber, soit des blocages tellement forts qui peuvent conduire à de l'abandon. Parce que dans nos projets, on a de temps en temps des projets unipersonnels, notamment la méthanisation agricole, où l'agriculteur il craque. Il craque parce qu'il il veut pas subir cette pression. Et même si on lui montre qu'il y a un chemin, il préfère abandonner. Ça permet
d'éviter des oppositions, c'est-à-dire de commencer à présenter son projet en ayant enlevé à peu près 30% déjà des oppositions. Et on a aussi observé des changements de position des opposants dans 40% des cas, qui ne sont plus opposants à la fin. Donc, c'était un balayage très rapide hein, de la façon dont on peut travailler. Si vous êtes des gens qui avaient besoin juste d'informations par curiosité, vous m'envoyez un mail. Et puis les autres, donc, qui ont vraiment des questions existentielles et même cruciales pour leur projet, pas existentielles, pardon, cruciales pour vos projets, vous prenez rendez-vous. En 30 minutes, on pourra trouver les premières solutions. Donc, j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient écrit dans le chat, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, ça ne vous dérange pas, je prends des captures d'écran. Savoir que le webinaire est enregistré et que normalement, on vous envoie le replay. Donc, vous pouvez prendre des photos, ça ne me dérange pas, mais c'est pas la peine. La mine, l'acceptabilité sociale, c'est à construire au niveau du territoire. À mon avis, il faudrait faire un travail sociologique en amont pour évaluer la sensibilité et l'explicité d'un problème d'aménagement. En fait, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que il n'y a plus besoin de faire le travail sociologique. Nous, on a encapsulé les éléments forts d'un travail psychologique, parce qu'on a travaillé avec des sociologues pour développer nos outils, pour aller plus vite. Parce que le travail sociologique, c'est quelque chose de long et qui n'est pas forcément interprétable facilement. Donc, ce qu'on a fait, on a fait avec nos outils, c'est d'être une passerelle entre des analyses sociologiques d'un territoire et l'opérationnel. Donc oui, vous avez raison dans le fond, mais maintenant, sachez que vous n'avez plus besoin de passer par un travail sociologique long. Il y a des outils qui existent qui vont donner la même information, enfin, pas tout à fait la même, il faut être raisonnable, on est peut-être à 80% de l'information, parce que les sociologues vont un peu plus loin, mais on a 80% de l'information concernant le territoire, et qui vous permettent de prendre des décisions, et au lieu de passer 1 mois, 2 mois, 3 mois à faire une enquête sociologique, en quelques jours, c'est fait, quoi. Voilà. Donc, vous avez raison sur le fond, dans les méthodes, les choses ont changé. Alors oui, j'ai oublié de le dire, hein, les contestations, elles sont hybrides maintenant. Bien sûr, vous avez raison, il y a les personnes qui sont dans des gènes de voisinage, hein, ce que vous appelez les nimbistes, c'est les gens qui ne veulent pas ça dans leur jardin, mais c'est des personnes qui sont, moi j'appelle ça des gènes de voisinage, c'est-à-dire parce que tout projet qui arrive va modifier le cadre de vie, donc c'est obligatoirement une réaction, mais il faut savoir que tout de suite viennent s'ancrer sur ces inquiétudes des oppositions plutôt dogmatiques. C'est-à-dire des gens qui sont structurés, organisés, qui sont en veille, qui viennent s'opposer ou systématiquement au type de projet. Bon, on sait dans l'éolien, c'est hyper structuré. Dans la méthanisation, ça devient très structuré. Dans l'agrivoltaïsme, c'est en train de se structurer. Donc, on a tout de suite un mélange entre des gens qui sont inquiets pour leur cadre de vie, que vous appelez les nimbistes, et des personnes qui sont plutôt dans le dogmatisme, qui ne veulent pas d'une filière, qui ne veulent pas de la filière éolienne, qui ne veulent pas de la filière agrivoltaïque, qui ne veulent pas de la filière méthanisation. Et les deux, bien sûr, vont travailler en synergie. Et si on ne fait rien, alors ce qu'il faut savoir, c'est que selon la taille du projet, ces personnes qui ne trouvent aucune écoute locale vont aller chercher des copains sur des sphères de plus en plus éloignées, de plus en plus fortes, dont la fabrication de ZAD. C'est comme ça que ça naît. Alors d'accord, ok, je comprends mieux la mine. Donc je travaille actuellement sur une évaluation de la perception de l'expérience sociale sur la base d'une enquête sociologique d'un projet éolien dans l'Indre-et-Loire. Eh ben, très bien, c'est de la qualité, ça c'est sûr. Vous allez avoir de l'information de qualité, sans aucun doute. Nous, ce que l'on a fait, c'est juste pour aller plus vite dans les projets, c'est de ramener cette information beaucoup plus rapidement et les mettre à disposition d'un point de vue très opérationnel aux porteurs de projet. Mais là, enfin, il n'y a pas de compétition entre les deux approches, quoi. Donc, merci Lamine pour ces commentaires. Ben, écoute, je vous souhaite plein de succès dans votre travail, hein. Plus il y aura des travaux dans ce sens, mieux ça sera. Ça va venir renforcer toutes les approches. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je vois les gens qui commencent à me dire merci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous, hein, si vous voulez avoir plus d'infos sur vos projets. Le webinaire, normalement, devrait être disponible. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Très bonne journée. Au revoir.